Et la 207 Spider THP, bon, alors, visuellement, vous prenez une 207, vous l'aplatissez un peu, vous coupez le toit, ça fait une baignoire, c'est un peu une 905 Spider, mais moche, vous voyez. Mais on sait que à chaque fois avec TDS sur le circuit du Castellet, ça marche bien. Mathias Bech, il avait notamment réussi à faire la pole. S'il transfère, je ne sais pas si ça va se passer comme ça, mais les réglages de l'une voiture à l'autre, peut-être que Arthur Leclerc, Manuel Maldonado et donc Charles Milesi pourraient signer une bonne perf en qualif, ce qui pourrait les mettre sur une bonne dynamique pour la course. Avant Le Mans, c'est plutôt une bonne chose aussi de se mettre dans ce mood compétiteur, tu vois, aller chercher un peu plus la limite. Alors peut-être qu'il y en a Oui, qui oui. vont avoir un excès de confiance, et quand ils vont se retrouver à Mulsanne au mois de juin, ça va pas être la même parce que là, il y a du sable, mais il y a du gravier. Bienvenue au club, bienvenue dans l'Endurance Club, le podcast que j'ai le plaisir d'animer en compagnie de mon acolyte et rédacteur en chef d'Endurance Mag, évidemment, Geoffroy Barre. Salut Geoffroy. Salut Anthony, bonjour à toutes et bonjour à tous. C'est déjà le numéro 13, ça y est, le numéro 13 n'est pas au départ, mais en tout cas le numéro 13 de l'Endurance Club, c'est aujourd'hui sur vos plateformes d'écoute évidemment, direction le sud de la France pour aller se diriger vers le Castellet. Et on va tout simplement parler de LMS, la 21e saison de cette série européenne, avec la deuxième manche de l'année après Barcelone. Eh bien on va donc tout savoir, essayer en tout cas de tout savoir sur les 4 heures du Castellet. Comme à notre habitude, on va vous donner des chiffres, des petites infos, de l'historique aussi, parce qu'on aime bien ça évidemment, et on va essayer de mieux faire connaître le monde de l'endurance qui nous fait toujours vibrer et qu'on aime partager tout simplement. Édition 2024 des 4 heures du Castellet avec peu de changements finalement, toujours 43 voitures engagées, c'est quand même assez exceptionnel, hein. Cette saison de LMS, elle fait le carton plein, hein, vraiment. Bon alors surtout ce qui est cool, comme tu dis, c'est que ça s'enchaîne plutôt bien, c'est marrant, comme si les calendriers étaient faits pour coïncider les uns avec les autres. Oui, bah oui, c'est le cas. Ah oui, c'est Non peut-être mais, le cas. ouais c'est le cas. Là, tu vois, on sort d'une manche WEC à Imola qui était top, qu'on a apprécié, et j'espère que vous avez apprécié aussi. On a fait et la preview et le débrief, on a été assez complet sur la manche Ah, on a tout italienne. fait, hein. Ouais, non mais c'était, j'aime bien cette période, tu vois, c'était un peu inédit, parce que d'habitude c'est Monza qui est le rendez-vous italien en WEC. Là c'était Imola, et je trouve que ça lance parfaitement. Là, on est vraiment dans les. Allez, il y a moins de 50 jours avant les 24 heures du Mans, donc ça lance vraiment. Il y a Spa-Francorchamps qui arrive en WEC. Et là, c'est ce week-end, parce que là, on enregistre aujourd'hui, on est le 1er mai. Mais ce week-end, c'est le rendez-vous de nos amis, les concurrents du championnat européen. Donc voilà, ça monte en pression. Pour le LMS, c'est le deuxième rendez-vous, tu l'as dit, de la saison. Et ça sera le dernier avant les 24 heures du Mans. C'est vrai, t'as raison, c'est important de le souligner aussi parce que, bon après on a des pilotes qui font quand même le double programme, hein. On a pas Voilà, mal de bien sûr. pilotes qui font le LMS et le WEC, donc qui passent d'un baquet à l'autre. Je pense à Charles Milesi, je pense à Paul Louchatin aussi qui est encore là, hein. On dit pas de Mathieu bêtises évidemment. Vaxivière, oui, il y en a plein, bien sûr. Mais en tout cas, pour les équipes LMP2, c'est la dernière présence en piste avant les 24 heures du Mans. Donc c'est quand même un rendez-vous important. Oui, ça va être sympa à suivre. Alors en plus, on est en France, il y a 23 Français, il y a 5 équipes françaises engagées. On a en tout, allez pour les chiffres, hein, parce qu'on aime bien les chiffres, 30 nationalités représentées en termes de pilotes, je veux dire. On a toujours les 128 pilotes habituels. Et parce que, attends, on en a 128 ou un de moins? Parce que je n'ai pas vérifié. Bah, en fait, on en a toujours deux dans l'équipage Euro International. Je suis allé voir Antonio Ferrari à l'issue du week-end de Barcelone et il faut que je l'aille le voir ce week-end pour mieux parler avec lui. Je lui dis, mais vous êtes toujours à deux, quelle est la raison? Alors je me doutais de la raison. Il me dit, bah parce que c'est un avantage stratégique. Comme ça. Il est parti, il rangeait le camion. J'ai adoré. Donc on verra bien si c'est un avantage stratégique, évidemment, chez Euro International en LMP3. Il y a 10 voitures en LMP3, 11 en Mhm. LMGT3 et 22 encore en LMP2. Ça, c'est quand même quelque chose d'assez fou et que j'apprécie à chaque fois. 14 en LMP2 Pro et 8 en LMP2 Pro Am. Je pense que le spectacle, normalement, va être au rendez-vous sur le Castellet parce que généralement, on arrive à trouver des zones de dépassement. Mhm. Alors, le truc, c'est que maintenant qu'il y a déjà une première manche à Barcelone, on est moins dans la surprise, ou en tout cas, tu sais, quand on essaye de se lancer dans nos pronostics et Oui, savoir eh qui ben, je va être suis pas beaucoup plus confiant, hein. Non, mais alors, non, moi non plus, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que maintenant qu'on a quand même une course derrière nous, et qu'on a aussi l'historique du championnat, et notamment l'historique des vainqueurs précédents au Castellet, on Oui, peut quand même un peu plus orienter nos choix. Je dis ça parce que, voilà, comme tu l'as dit, c'est l'équipe Cool Racing qui arrive, l'équipe suisse qui arrive, du coup, qui a gagné à Barcelone, donc qui est en tête du championnat, c'est assez logique. Je fais vraiment des liens assez simples aujourd'hui.
Mais C'est bien. donc voilà, c'est eux qui arrivent en tête. Donc bah il y a comment dire, c'est pas qu'ils ont une pression, on va se calmer, mais ils ont quand même ce statut d'équipe qui a gagné la première manche, en plus avec deux pilotes qui étaient totalement nouveaux dans le championnat. Donc ils vont avoir envie, je pense, de confirmer, d'enfoncer le clou. Comme on l'avait déjà évoqué avant, d'ailleurs, un peu comme les équipes Prema ou WRT par le passé. C'est là, est-ce que c'est toi qui vas avoir la main mise sur le championnat? Ça peut Hmm. déjà se confirmer dès le Castellet. Après, Ouais, alors et, d'autant plus, c'est vrai, on l'avait dit hein, déjà dans notre débrief, parce que comme on est régulier maintenant et qu'on est toutes les semaines sur t'as vu? l'Endurance Club, évidemment, on en profite. En fait, Cool Racing a quand même gagné sa première course en LMP2 Pro de l'histoire. Ils avaient beaucoup Ouais, gagné en LMP3, ouais. jamais en LMP2 Pro. Donc, Et en est-ce qu'ils vont être les LMP2 favoris? Je en suis pas sûr. WEC, ils avaient gagné Ils en avaient LMP2 gagné, en WEC aussi à tout à fait. Silverstone, je crois. Et en Pro-Am Euh, aussi. voilà. Mais là, effectivement, ils sortent de leur première victoire, donc c'est quand même un moment important dans la vie d'une équipe. C'est une équipe assez récente quand même, hein, donc Oui. ils ont pas 20 ans de métier, donc voilà, c'est un truc assez important. Je me souviens aussi de l'équipe Panis qui avait gagné à Monza, si je dis pas de bêtises. Ah oui. Leur première victoire, voilà, enfin tu sais, c'est un temps fort sur lequel tu peux essayer de construire, donc moi je vois bien l'équipe Cool Racing, alors s'ils gagnent pas, au moins être largement aux avant-postes. Attends, je suis en train de voir. Panis Racing a gagné. Non, ils ont fait deux. Attends, je me souviens Ah, plus. ils C'était ont pas fait deux IDEC à qui avait Monza. gagné? Ah si, ouais, mais il y avait un truc Non, avec non, t'as les raison. Je crois que aérostands. t'as raison. Tu sais quoi? On donne des chiffres et on veut être précis, donc je veux effectivement qu'on soit précis. L'équipe Idexport avait gagné à Monza et Panis Racing avait terminé 2. Je suis pas sûr qu'ils aient gagné, hein. C'était en 2022. Ils avaient fait 4 podiums cette année-là. Non, je pense que Panis Racing attend toujours sa première victoire. Mais Je non, veux pas ah dire de bon? bêtises. Bah, tu vois, dans ma tête, ils avaient déjà gagné, donc c'était bon. Bon, bah voilà, je raconte n'importe quoi. En même temps, on n'est pas censé Non, travailler aujourd'hui, pas hein. n'importe quoi, mais ils sont stables, ils sont corrects et tout. Et ben c'est peut-être ce week-end que Panis Racing va gagner. Ouais, Voilà, on a envie de allez. les encourager avec l'équipe TDS Racing derrière en soutien. Ils ont gagné à Monza en 2021. Tu as raison, et j'ai Ah, voulu vérifier avec Julien Canal, avec Will Stevens et avec James Allen. Bravo, mon cher Geoffroy. bon. Mais alors voilà, donc je voulais faire un parallèle avec ça, et surtout, moi qui aime bien, tu me connais, on est pareil, c'est pour ça d'ailleurs qu'on s'entend si bien, je pense. C'est que pour ça. C'est parce qu'on aime bien l'histoire et les chiffres et les palmarès. Et quand on regarde le palmarès récent, je veux dire 2023 au Castellet, c'est l'équipe Algarve Pro Racing qui l'avait emporté. À l'époque, c'était avec James Allen, Alex Lynn et Kiffin Simpson. Et Oui. ils ont fait deux à Barcelone. Donc là aussi, tu vois, moi je crois beaucoup à ces mouvances ou à ces tendances un peu de fond. Et je me dis que Cool Racing va être dans une bonne forme. Et je vois bien aussi Algarve Pro Racing qui est souvent très à l'aise au Castellet. Je me souviens Oui, aussi tu te souviens? en 2022, notamment quand il y avait Sofia Florsch, quand il y Et avait voilà. Ben Oh, Viscal. Mais bien sûr, non, mais on c'est est vrai. liés. Ils ont une. Alors c'était le premier rendez-vous de la saison, donc en plus c'était un peu plus marquant d'être tout de Et suite ils étaient deux, comme dirait Antonio Et Ferrari. ils étaient C'était un deux. avantage stratégique. Ouais, alors bon, bah oui, c'est vrai que c'était un équipage assez improbable, hein. Entre Sofia Florsch qui était complètement, comment dire, Novice? paumé, enfin en transition entre monoplace, voilà. Ben Viscal qui était en mode mercenaire parce que lui il voulait clairement remonter dans une F2, remonter vers la F1, enfin voilà. Mais bon, ça avait plutôt bien marché. Donc voilà, moi je vois bien ces deux équipes-là être au rendez-vous. Et si on se plonge encore un peu plus dans l'histoire, après je te laisse la parole, mais si on regarde un peu plus l'historique, on a Algarve Pro Racing qui s'est imposé l'année dernière. On avait Prema qui avait gagné en 2022, on s'en souvient, une saison sur laquelle ils avaient la main mise. Oui. 2021, ça nous ramène à l'époque G-Drive Racing. Ah Et oui. avant, c'est United qui avait gagné en 2020. Et 2019, si on remonte encore, c'est Dragon Speed. Donc tu vois, on est vraiment sur des vainqueurs différents à chaque fois. Donc Attends, pourquoi pas United, ils Panis avaient gagné Racing? même deux fois la même année, en 2020. On se souvient que c'était l'année Covid, hein. Exact, ouais, c'est vrai. C'est ça. Donc voilà, peut-être que 2024, si on continue cette série, eh ben allez, on peut espérer peut-être Panis Racing ou peut-être plus vraisemblable vu la course de Barcelone, Cool Racing. Eh, pourquoi pas, pourquoi pas. Alors moi, j'éliminerai quand même pas, au vu de ce qu'ils ont montré, United Autosport de l'équation, tu as raison. Idexport Racing sera aussi à surveiller parce qu'en plus, ils sont pas loin, c'est un peu leur base d'essai maintenant, C'est le vrai. circuit du Castellet, donc à vérifier. On sait que Jade de Gérus, Job van Uitert sont très à l'aise. Il faudra suivre le premier relais de Paul Lafargue pour qu'il soit tout à fait bien dans le rythme. Mhm. Et puis, attends, ils se sont complètement ratés, mais ils vont être là. Deletra, Edgar, Kubica avec Oui, l'équipe AO by TF. Je pense c'est qu'il ne faut vrai. pas les oublier.
parce qu'ils se sont ratés en qualif à Barcelone, c'est ça. Et puis le premier relais, Kubica a eu la bonne idée d'aller toucher pas mal d'autres Oui. voitures, si Ah, j'ai bien compris. après, pour sa défense, on peut pas vraiment dépasser facilement à Barcelone, à part au virage 10. Allez, pourquoi pas. Mais c'est vrai que sinon, Hmm. c'est pas facile. Après, à sa décharge, il a aussi fait la même au Qatar avec la Ferrari 499P, où les premiers tours... Non mais pardon, je vais le charger. Il parle français, Robert? Je sais pas. Bon. C'est Mais... peut-être. Ah Louis merde. Delettra parle français en tout cas. Oui, ah bah oui, ça je me doute bien, oui, je sais ça. Non mais je crois que le premier relais au Qatar, avec la Ferrari 499P, la jaune, la 83, ça allumait les pneus pas mal quand même, hein. Donc Ouais. je sais pas si c'est le fait de pas être à l'aise dans le premier relais ou j'en sais rien. Oh, Après, après, il est ouais. efficace. Non, non, ce Ah bah ce il qui est a très joué. efficace, Robert Kubica. Non, mais ce qui a joué, c'est que bah, je pense autant au Qatar qu'à Barcelone, peut-être plus à Barcelone, c'est qu'il avait comme ambition de remonter parce que justement ils étaient loin. On aurait pu penser que la logique était de faire commencer Johnny Edgar. C'est peut-être ce qui va se passer d'ailleurs au Mm, Castellet. mm. Mais là, ils ont décidé de mettre Robert Kubica au début pour essayer de remonter. Bon, ça n'a pas marché. Mais encore une fois, voilà, je te dis, on n'est pas encore dans les pronostics, mais on n'en est pas loin. Je pense effectivement que bah, ils vont être dans le rythme à Aubin ITF. On se souvient que l'année dernière, avec bah, l'équipe Racing Team Turquie, Louis Delettra se battait pour la victoire alors que c'était une LMP2 Pro-Am, on le rappelle, et que finalement la victoire elle a été jouée dans les derniers tours sur une usure pneumatique exagérée sur les pneus avant, mais il a fait un travail de fou, Louis. Donc à voir. C'est vrai qu'au Castellet, ça va être certainement un peu redistribué, les cartes vont être Mhm. redistribuées, et puis pourquoi pas Panis Racing encore, et après on ferme la parenthèse LMP2 Pro à la limite, parce que bah, c'est TDS qui exploite la voiture, et TDS, comme tu le sais, puisque je te connais et que tu regardes les chiffres et les statistiques, en 2012, ils avaient gagné, et en 2016 également. Alors il y avait un point commun à chaque fois, c'était Mathias Bech qui était dans la voiture. Là, il sera dans la voiture en LMP2 Pro-Am, mais on sait que à chaque fois avec TDS sur le circuit du Castellet, ça marche bien. Mathias Bech, il avait notamment réussi à faire la pole. S'il transfère, je ne sais pas si ça va se passer comme ça, mais les réglages de l'une voiture à l'autre, peut-être que Arthur Leclerc, Manuel Maldonado et donc Charles Milesi pourraient signer une bonne perf en qualif, ce qui pourrait les mettre sur une bonne dynamique pour la course. Alors c'est marrant que tu parles de ça, effectivement, ouais, le point commun c'est Mathias Bech, c'était aussi Pierre Thierry qui était dans la voiture, Oui, qui fait partie des pilotes qui ont gagné le plus de courses en Le Mans Series. c'est vrai. Je crois, je sais pas si c'est lui qui a le plus gros palmarès en Le Mans Series, mais c'est un peu... Enfin voilà, il fait partie des plus forts. Et c'était un peu l'époque aussi qui était marquée par la présence des Suisses, donc tu vois, je fais une transition avec Cool Racing, parce qu'effectivement, au Castellet, on a eu du Mathias Bech vainqueur, on a aussi eu Jonathan Hirschi, et Oui. Gary Hirsch, donc tu vois, ça fait Oh, c'est plusieurs vrai. pilotes suisses. Ouais, ça fait plusieurs pilotes suisses qui ont gagné au Ricard, donc voilà, pour moi, il y a une connexion avec la Ah, Suisse. peut-être. Peut-être, tu vois, faudra qu'on suive ça. Mais en tout cas, ça va être, bah, encore une fois, on le disait, mais de toute façon, moi, je suis enthousiasmé par le LMS, et pas que cette année. Mais là, franchement, c'est la guerre à tous les niveaux, et c'est exceptionnel, moi, je trouve. Ça va être indécis jusqu'au bout. Donc, il faudra être devant sa chaîne YouTube, la chaîne YouTube de le LMS, et devant son ordinateur En pour français. suivre. Ouais, en français, évidemment, évidemment. Je connais un petit peu le commentateur. Allez voir la course en Il est français, c'est pas sympa. mal. Bon, par contre, si tu veux, on peut faire une transition vers le LMP2 Pro-Am. Bon, Oui. ça sera une victoire de l'équipe AF Corse. Passons au LMP3 tout de suite. Oh non, mais c'est pas vrai. Tu crois ça? C'est vrai? Tu penses que ça va se jouer comme ça? Ah, sur le papier, quand je vois le trio François Perraudot, Mathieu Vaxivière et Alessio Rovera, c'est très fort pour du LMP2 Oui. Pro-Am, à mon sens. Alors, Donc, et ils ont gagné à Barcelone. je Ils ont un suis statut de d'accord. favori, tu vois. Mais, tu sais, tu me connais, je suis d'accord, mais Oui, c'est toujours comme ça, en Richard deux temps. Mille by TDS, il y a un Oui. certain, alors je crois, Mathias Bech, je crois que c'est ça, qui est là, donc attention à eux. Nielsen Racing, je pense qu'il ne faut pas les oublier parce que bah, ça a été un peu brouillon, il y a eu quelques petits soucis à Barcelone, mais le relais de John Falb au début de course était très bon. On sait qu'on a Colin Noble et Albert Costa qui rigolent pas, donc ça peut le faire. Et puis j'ai envie quand même de parler du team Virage avec Wells, Bell et Piquet Junior. Ils se sont fait un peu maltraiter en fin de course à Barcelone. Je pense qu'ils vont pas être loin de la vérité. De toute façon, hein, les équipes que je cite, c'est ceux qui se battaient déjà pour le podium à Barcelone, donc il n'y a Ouais. pas vraiment de surprise. Ouais, moi j'aimerais bien effectivement voir Nielsen Racing un peu plus haut. Ils font beaucoup de marketing et beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux. Oui, Mais sur la piste, il faudrait que ça se traduise un peu plus par des victoires, je trouve. Parce que c'est sympa hein, d'animer les réseaux et de faire elles marcher tout sont ça, belles leurs mais voitures.
Elles sont belles Et leurs voitures, voilà, hein. il y a ça aussi, ça c'est un élément que tu me connais, c'est un élément que j'aime bien aussi, donc ouais, Nielsen Racing, ça serait sympa, et effectivement, bon, pour moi en tout cas, ça joue avec ce trio-là, comme tu le disais, AF Corse, AF Corse, Richard Mille et puis Nielsen Racing, à mon avis, ça va être dans ces trois équipes-là, mais on n'est pas à l'abri on n'est pas à l'abri effectivement d'un outsider. Après, on n'a pas du tout parlé encore des spécificités du circuit du Castellet, Non, c'est mais vrai, on peut le faire d'ailleurs. pour ceux qui connaissent et qui sont déjà amateurs d'endurance, on le répète tout le temps, mais le Castellet, c'est un circuit où c'est difficile de se faire mal et c'est difficile de casser du matériel, sauf vraiment grosse sortie. Mais en Ouais. tout cas, c'est un circuit qui est plutôt tolérant avec le matériel, dans le sens où tu peux faire des erreurs, tu peux sortir la trajectoire et récupérer donc. Peu de crash, mais par contre, il peut y avoir des petites anicroches, on va dire, dans le Ou- trafic, ça c'est sûr. Oui, 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 ça, on est bien d'accord. Par contre, je rebondis sur ce que tu dis. Je pense que les pilotes qui sont classifiés bronze ou silver vont peut-être plus se libérer. Certains pilotes me disaient justement que ça nivelait un petit peu le fait qu'il n'y Oui, ait pas de bac à gravier, qu'il n'y ait pas de sanction immédiate ou d'herbe juste à oui. côté. Bah, on peut se permettre de tester des choses. On n'est pas dans un simulateur, mais on peut tester des choses et aller un peu large. Et comme ça, on voit plus les limites de la voiture. Donc c'est vrai que ça peut être un juge de paix aussi. Et ça peut être assez intéressant de voir certaines équipes qui n'étaient pas forcément à l'aise à Barcelone, qui le seront plus peut-être sur le plateau du Castellet. Tu peux te prendre pour un Louis Delétraz un peu plus facilement parce que tu sais que tu n'auras pas la correction qui va arriver. Donc, non, mais c'est vrai, psychologiquement, en tout cas, c'est un petit truc sympa. Et hasard de calendrier ou pas, mais en tout cas, l'année dernière, cette épreuve était en juillet, puisque je me souviens être venu d'ailleurs. C'était Oui, le c'est vrai 14 qu'on s'était juillet. vu. Ouais, ouais, c'était le 14 juillet. Et là, donc, elle est avant Le Mans, comme je l'ai dit. Et peut-être que c'est aussi un élément. Alors là, je vais chercher vraiment dans le détail, mais peut-être que ça joue psychologiquement. Comme tu le dis, pour les pilotes, tu sais, ils peuvent bâtir un peu plus de confiance, justement, en allant chercher ce petit dixième ou ce petit truc à la limite. Et au pire, bon, bah, le circuit me pardonne et je peux couper. Mais en tout cas, avant Le Mans, c'est plutôt une bonne chose aussi de se mettre dans ce mood compétiteur, tu vois, aller chercher un peu plus la limite. Alors peut-être qu'il y en a Oui, qui oui. vont avoir un excès de confiance, et quand ils vont se retrouver à Mulsanne au mois de juin, ça va pas être la même parce que là, il y a du sable, mais il y a du gravier. Mais je pense que c'est un élément quand même important. En tout cas, c'est une bonne. Moi, j'ai toujours jugé que. Allez, première digression. J'ai toujours jugé que les 6 heures de Spa-Francorchamps, ou les 1000 km de Spa-Francorchamps, comme on les appelle, sont une excellente répétition pour les hypercars, à l'époque les LMPR, mais en tout cas pour la top catégorie, je trouve que c'est la meilleure répétition possible avant Le Mans. Et je commence à me dire que le Paul Ricard est une excellente répétition pour la catégorie P2 avant Le Oui. Mans. Tu vois, je trouve que c'est un très bon rendez-vous. Si ça peut rester fixé là, en tout cas, je pense que c'est un bon rendez-vous. Ouais, je suis d'accord. Je suis complètement d'accord avec toi. Alors après, il y a autre chose aussi où je pense que les pilotes vont pas pouvoir être grisés trop. C'est-à-dire que les LMP2 cette année, elles ont plus de puissance et elles Ah ont oui, évidemment un comportement un peu différent. Ce qui ne sera pas le cas pour les heureux élus aux 24 heures du Mans où on retrouvera un petit peu moins de puissance. Donc non, mais c'est vrai que tout ça c'est vrai, peut c'est faire vrai. peut-être un peu la différence aussi où en fait les pilotes qui sont un peu moins expérimentés à bord de leur LMP2 peuvent prendre des repères, aller plus aux limites de la voiture et puis peut-être comment finalement ça ira un tout petit peu moins vite. Attention, hein, ça va quand même vite, hein, mais ça défilera un petit peu moins vite. Je me C'est dis vrai, que c'est vrai. ça peut être une belle préparation, donc à voir, mais c'est vrai que, bon, je te rejoins quand même, hein, F Corse avec Perodo, Rovera, Vaxivière, c'est quand même sérieux, mais je n'évoquerai pas, et je n'éliminerai pas surtout, Bech, Sels et Saucy, parce que sur le circuit du Castellet, ça peut faire mal. On verra. En tout cas, il y en a deux qu'on n'a pas évoqués en LMP2 et bah, c'est un peu dommage, mais je pense que ça va être compliqué. C'est plutôt en pro que je dis ça parce que je regarde le classement. Je me dis que Duken Team et Inter Europol, on ne les a pas trop évoqués. Ils peuvent peut-être créer la surprise. Je sais que l'année dernière, bah, l'équipe Duken était bien placée. Là, comme ils ont changé de trio, c'était vraiment ouais, une course difficile à Barcelone, mais faut pas oublier quand même que dans leur équipage, ils ont le vainqueur en titre, l'un des vainqueurs en titre, James Allen. Donc peut-être peut-il faire la différence avec Nils Koulen et Jean-Baptiste Simenauer. Bon, voilà, je voulais quand même les souligner et T'as raison. les citer parce que ils sont quand même toujours là et ça prouve à quel point ce niveau est en train d'augmenter en LMP2 et globalement dans tout le LMS parce que même des pilotes ou des équipes qui étaient en vue encore il y a quelques mois sont maintenant au 9, 10e, 11e position du classement général. Bon, Ah compliqué ben, parfois. non mais puis clairement, la bascule des LMP2 uniquement dans ce championnat et non plus en WEC n'a fait qu'augmenter le niveau global. Donc ça c'est Oui, clair.
Ça, c'est plutôt bien. Alors, on passe à LMP3, parce qu'en LMP3, je dirais qu'il y a encore un beau duel. Allez, peut-être un trio. Je pense qu'on va être quasiment sur la même hiérarchie, à Oui. quelques petites différences près, mais le team Un team Virage. virage, voilà. Ah non, mais attends, avec Julien Guerbi, Gillian Orion, Bernardo Pinheiro, ils ont été tellement solides à Barcelone. C'est assez fort. Et je pense que l'apport de Gillian Orion est vraiment pas négligeable, hein. Je dirais quand même que c'est pas un hasard. Alors, c'est pas pour lui cirer les pompes, hein, mais c'est pas un hasard. Le gars arrive en monoplace, il fait des super résultats alors qu'il n'a pas de budget. Il doit arrêter sa saison avant. Il se relance avec la Ligier European Series. Il gagne en dominant la saison, alors que tout le monde a la même voiture. Il vient en Michelin Le Mans Cup. On sait à quel point c'est difficile de se frayer un Mhm. passage. Il gagne avec Julien Guerbi, qu'il ne faut pas non plus négliger. Et là, en LMP3 ELMS, ils n'ont pas dominé la situation parce que c'était quand même serré avec Cool Racing. Mais quand même, non, franchement, eux, ils vont être à surveiller encore. Et on sait qu'au Castellet, en plus, Gillian Orion aime bien ce circuit. Donc je pense que ça va être une belle bataille en LMP3. Cool Racing, bah, faut pas les oublier parce que de toute façon, ils sont Voilà. toujours là. Et Oui. puis, j'aurais peut-être envie de mettre une petite pièce sur WTM by Rinaldi Racing avec leur Duquesne. Bon, à voir. Ok, bah écoute, là, je t'avoue que je suis un peu plus dans le flou. Autant la hiérarchie LMP2, LMP2 Pro-Am, comme on l'a évoqué, je vois un peu plus. Le LMP3, tu le sais, c'est la catégorie où je suis un peu moins connaisseur. Je sais qu'il y a quand même Pourtant, des... ouais, il y a du niveau, hein. Non, il y a quand même... Ouais, ah ouais, non, mais bien sûr. Il y a quand même des noms aussi qui, à mon avis, sont pas oubliés, comme RLR ou Racing Spirit of Flément, tu vois, c'est des noms qui sont quand même souvent placés, donc bon. Oui, et Euh, puis attends, DKR Engineering aussi, hein, franchement, voilà, je les voilà. oublie pas parce que quand tu as Wyatt Bridchasek, tu as Alexander Matchoul et Belen Garcia, s'ils sont parvenus, et j'espère pour eux, à régler ce problème de baquet, alors a priori ça a Ouais, c'est été vrai. réglé pendant la course de Barcelone, attends, c'est quand même un casse-tête fou, c'est pas pour remuer le couteau dans la plaie, mais ils étaient pas forcément en mesure, et même les spécialistes des baquets, hein, je veux dire, et des inserts dans le siège, n'était pas en mesure de faire coïncider la taille de poche de Belen Garcia avec la taille d'Alexander Matchoul, qui est un grand gaillard, comme on dit, et qui donc voilà, n'était pas forcément très à l'aise non plus pour piloter. Je pense qu'ils vont vraiment vouloir se montrer de nouveau, parce que c'est quand Mm. même un super équipage, hein. Franchement, ça fait partie de l'une des femmes engagées d'ailleurs. Belen Oui, Garcia, il y en aura toujours 4 ce week-end. Mais l'américain Bridchasek, il était quand même chez United Autosport, c'est pas par hasard, il a été repéré. Il y a eu pas mal de. Il y a eu un mercato en oui, LMP3, tu c'est sais, vrai. Non, parce c'est que vrai. chez Team Virage, ils ont fait rouler à l'époque Manuel Espirito Santo, ils l'ont fait découvrir. Hop là, il est chez Cool Racing, tu vois. T'as Wyatt Bridchasek qui était chez United, paf, il passe chez DKR. On avait des pilotes qui étaient chez DKR, paf, qui passent chez Inter Europol, Alexander Buksantov. Donc voilà, tu vois, t'as ce jeu de chaise musicale, donc il va falloir surveiller ça. Gaël Julien est très rapide, mais avec ses deux équipiers qui sont des bronzes, Nick Adcock et Michael Jensen, ça va être difficile, faut pas se mentir, même s'ils ont terminé quatrième quand même, hein, de la course de Barcelone. Et puis Antoine Doquin, avec ses deux très Ouais. sympathiques équipiers, Jean-Ludovic Foubert et Jacques Wolf, mais pareil, même principe, on a des pilotes bronze qui, voilà, face à Gillian Orion, Julien Guerbi, Bernardo Pinheiro, c'est moins rapide, c'est normal. Je veux dire, à un On moment, n'a on peut pas pas de, leur demander, tu vois. on n'a pas de séparation LMP3 et LMP3 Non, Pro-Am. non. Je caricature, j'exagère, je pousse le trait un peu loin, mais En en fait, c'est vrai, déjà du pro-am, oui, bien quasi. sûr, c'est déjà du Pro-Am, mais ce que je veux dire, c'est que en LMP3, tous les pilotes qui sont engagés n'ont pas les mêmes objectifs. On est encore plus en LMP3, on est encore plus qu'en LMP2 Pro-Am, face parfois à des gentleman drivers fortunés, euh, Oui. qui ont envie de se faire plaisir et qui le font à un niveau très élevé, en l'occurrence l'European Le Mans Series. Mais voilà, faut pas avoir toutes les voitures. Là, je pense qu'en tout cas, pour être clair, dans cette catégorie LMP3, toutes les voitures n'ont pas, clairement pas la même chance et n'ont pas non plus les mêmes prétentions à un podium ou à une victoire de catégorie. Donc voilà, c'est juste ça. Il y a un peu moins, il y a un peu moins ce foisonnement de candidats possibles à la victoire comparé au Ouais. LMP2. Je pense que tu es d'accord avec moi Après, là-dessus. moi, je trouve que oui, tout à fait, tout à fait. Après, il y a 10 voitures. Alors, on me rappelait, parce que je parlais avec Christophe Profi il y a pas longtemps, et je disais, waouh, c'est génial, en LMP3, il y a tellement de voitures. Il me dit, bah non, ça a jamais été si peu. Il y en avait 12 avant. Bon, bah c'est vrai que j'avais pas fait le rapprochement. Je pensais que c'était un gros, un gros peloton. Mais peut-être qu'il y a moins de voitures LMP3 et plus de LMP2.
Mais par contre, c'est tellement, tellement disputé. Moi, je suis fan de cette catégorie LMP3, vraiment, avec beaucoup de bons pilotes, des jeunes pilotes qui veulent se montrer. Pas oublier que Malte Jacobsen est passé par cette catégorie. Il se battait face à Antoine Doquin. Il a un peu plus de budget. Il a été repéré par Peugeot. On sait que le lien entre Peugeot et les pilotes danois est Ah toujours oui, ah oui. important. Bon, non, mais c'est vrai que ça a pu aider aussi, hein. Donc voilà, c'est une catégorie qu'il faut pas oublier. Et puis, il y a un petit changement de dernière minute. On a J'allais t'emmener un là-dessus, ouais. pilote. J'allais t'emmener sur Voilà. ce petit changement, ouais. Bon, il y a un pilote qu'on connaissait, hein, de toute façon. L'année dernière, on sait que Graf était en exploitation de l'équipe Ultimate et Eric Trouillet faisait partie de l'aventure avec les frères Lahaye. En début de saison, c'était Alexandre Yvon. Et puis là, Eric Trouillet est de retour. Bon, on va voir. Espérons pour l'équipe française Ultimate, hein, qui fait partie de ces 5 équipes tricolores donc à rouler ce week-end, bah, que ça puisse les aider à être plus dans le rythme. C'était compliqué, hein, à Barcelone, franchement, entre le Ouais. crash malheureux de JB et puis le rythme un peu plus compliqué d'Alexandre Yvon. Bon, ils n'ont pas pu espérer faire beaucoup mieux. Donc là, au Castellet, je pense qu'on veut redistribuer un peu les cartes. Écoute, j'espère que ça leur portera chance, ou en tout cas que ça ira mieux. Si tu veux, on a une transition toute trouvée si on veut parler Oui, du LMGT3, puisqu'il y a également un autre équipage qui est un il peu est fort. changé. Il est fort. Ah bah, tu vois, et je vais devenir animateur en fait, hein, tu vois. Et il y a, non, mais en LMGT3, donc pareil, hein, le même nombre d'engagés, il y a 11 voitures dans la catégorie, mais il y a juste un équipage sur lequel il y a un changement, et en fait, c'est l'arrivée de Nico Varone qui rejoint Samani et Collard. Ah, Donc donc attends, voilà. il retrouve Ferrari parce que il était avec Rinaldi Oui, Racing en 2022 en ELMS et je me souviens très bien de cette arrivée parce qu'il s'est battu face à la Porsche Proton dans les derniers instants. C'était la victoire pour l'équipe Rinaldi avec Pierre Herret, qui est pas un pilote, waouh, on va ouais, dire, ouais, de ouais. référence, mais Non? mais il y avait ce trio. Non, mais attends, parce que Pierre Herret, si tu veux, Pierre, il faisait le premier relais. Normalement, il était assez loin, etc. Et puis il y a eu des faits de course qui ont fait que la voiture est revenue dans le match avec Memo Guidley. J'avais tellement de ah, souvenirs, je suis oui, ça. tombé sur lui dans le. J'en ai de la chair de poule à te raconter, tu vois. Je suis tombé sur lui dans le paddock à l'issue de la course et je lui dis: ah, mais Memo, mais faut que je te parle, faut absolument qu'on se voit, etc. J'étais persuadé qu'il allait faire toute la saison. Et ben non, il m'a dit: mais je suis juste là pour le Castellet et après je peux pas venir parce que j'ai trop de clash de dates aux États-Unis. Et en fait, je pense que l'apport de Memo Guidley et de l'Argentin Nico Varone ont vraiment fait des miracles et ils ont réussi à gagner face à Porsche Proton dans les derniers instants. Ça s'est joué à rien, à 5 dixièmes sur la ligne. Et donc, bah voilà, ça rappelle de beaux souvenirs. Et eh ben, on espère pour l'Argentin Nico Varone avec cette Ferrari donc qu'il va partager avec Charles-Henri Samani et Emmanuel Collard, bah, Mhm. que ça puisse aller haut. Malheureusement, on n'a pas vu l'explication et j'essaierai de demander, de me renseigner, mais j'ai pas eu encore pour l'instant le fin mot de l'histoire. Ulysse Pourquoi Depot, Ulysse de a Pau n'est pas. Ouais, priori, ouais. bon voilà, aurait eu des comment dire, des divergences peut-être avec Ok. l'équipe et ses équipiers. Voilà. Bon. Bon, bah écoute, alors, deux parenthèses. Tu m'ouvres deux parenthèses que je vais saisir. Euh, enfin, Pierre Herret, déjà, waouh, ça me Oui. rappelle tellement de souvenirs. Parce que Pierre Herret, enfin, pour les gens qui connaissent pas Pierre Herret, on est sur. Encore une fois, je le dis avec beaucoup de C'est un respect, hein, gentleman. voilà, on rigole, je suis pas en train de me moquer, hein, j'ai même pas le début du commencement de son palmarès, donc, et en plus, il a un sacré palmarès, lui, d'ailleurs. C'est clair. Mais voilà, Pierre Herret, on est vraiment face au gentleman type, quoi. Quand je dis ça, je veux dire une, Tu sais que j'aimerais avoir son une belle avance palmarès et j'aimerais financière. aussi Ouais, avoir eu l'occasion de rouler en American Le Mans Series, en exactement. Non, mais ILMC, carrément. en ELMS. Attends, il a Non, roulé un peu mais partout, hein, Pierre Herret. il a roulé dans des trucs de fou. Mais voilà, gentleman assez fortuné, bon coup de volant, avec un physique assez arrondi. Voilà, donc ça c'était la première parenthèse. C'est un peu Et comme moi, si tu veux. Ça, en termes de physique, ouais, je vais pas me moquer. moins. Ah bah moi non plus, alors là, je suis loin de là. Non, mais je veux dire, il a moins le physique d'un pilote. C'est ça que je veux dire. Et l'autre parenthèse, c'est Memo Guidley. Il s'est pris une sacrée boîte à Daytona en Oh là 2014. là. Je dis ça parce que j'y étais, donc je m'en souviens très bien. Il s'est Ouais. fait percuter par Matteo Malucelli sur une Ferrari. En fait, il était à l'arrêt au milieu de la trajectoire, Ah, dans c'était fou. l'infield. Il était dans l'infield, vous savez, il y a donc, on rentre dans l'infield, le premier enchaînement. Après, il y a un double droite. Et puis ensuite, on a cette Bah, le fer espèce à de cheval, non? kink. C'est-à-dire qu'on a, on a la ligne droite et puis on a un kink un peu, on a un virage qui est en appui assez rapide où peut-être que ça lève un peu pour les GT3 et encore, je pense pas, je pense qu'on passe à fond. Et c'était vraiment dans cette phase de réaccélération où lui, il était à l'arrêt, je sais pas pourquoi, il avait plus de puissance, enfin machin, et il Ouais, s'est fait problème mécanique. percuter. Ouais, ouais. Ouais, ouais, il s'est fait percuter et c'était d'une violence assez rare. Et je crois que c'était. Alors, c'était peut-être pas son retour à la compétition, il avait déjà dû rerouler avant, mais en tout cas, je pense pas qu'il avait fait d'événements internationaux
avant ce retour au Castellet en 2022. Voilà, Il roulait, c'était en tout cas plus impressionnant. il roulait un petit peu aux États-Unis, mais voilà, il faisait Ouais, plutôt coaching, etc. oui, du Mais track moi, day, c'est un voilà. pilote que j'ai Mm. toujours adoré, franchement, un pilote atypique, Ouais, qui a pas le palmarès et qui a pas le nombre de exactement. courses surtout qu'il aurait mérité. Mais Exactement. exceptionnel ce gars. Donc voilà, ça me rappelle des souvenirs. Et je te fais une autre transition, tiens, d'ailleurs, en parlant des Ouais, États-Unis, parce que Nico avec Nico Varrone, Varone, il est, voilà. ben oui, il était pas avec Corvette lui normalement. Alors, bon, Ah, il va falloir qu'on boucle rapidement. oui, mais on Non, va en boucler. gros, il est Nico Varone. Alors moi je dis Nico Varone, Varone, faut l'appeler, je sais pas Je sais pas. comment. Varone, si tu Écoute, veux. je vais rester là-dessus. Ouais, il y a un côté italien. Écoute, Nico Varone, il fait partie des pilotes officiels Pratt Miller, Corvette, General Motors. Enfin, tu vois, il fait partie de cette famille-là. Avec Juncadella, avec Earl Bamber et Charlie Eastwood. Ça fait partie des nouveaux pilotes, parce qu'il y a aussi des anciens qui sont Antonio Garcia, Tommy Milner, Katzberg et Alexander Sims. Donc, ça, c'est tous les pilotes officiels de la maison GM. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils font. Alors, il n'y a plus vraiment de programme officiel Corvette, hein, on le sait. En GT3, maintenant, c'est Pratt et Miller a pris son indépendance. Et en gros, c'est de la compétition client. Mais bon, entre Avec TF Cadillac qui a au championnat du engagé. monde. Oui, mais c'est de la compétition client ouais, c'est pas Hmm, l'équipe officielle Corvette, tu vois, c'est un peu. c'est Bon, vrai. bref. Par contre, Cadillac en hypercar, ça, c'est du programme officiel, même si c'est pareil avec. Enfin, bref, c'est compliqué, mais ce sont les 8 personnes que je viens de vous citer, ce sont les 8 pilotes officiels de l'aventure General Motors en endurance. Et donc, Nico Varone, eh ben, il avait un programme en IMSA. Il était avec l'équipe AWA qui engage une Corvette, sauf que, Ouais. eh ben là c'est pareil, j'ai pas le dessous de l'affaire, mais il y a eu un micmac où un des pilotes qui était, je pense, celui qui avait la valise et qui avait acheté ou qui louait les services en tout cas de l'équipe, qui a décidé de se retirer. Donc en gros, la voiture n'est plus engagée, quoi. Donc il roule pas. Ce qui fait que lui, il est pilote officiel, mais il a un programme qui est très réduit en 2024, puisque pour l'instant, je crois qu'il a les 24 heures du Nürburgring qui sont prévues. Ouais. Et il va faire les 24 heures du Mans aussi en LMP2 chez F Corse. Mais sinon, mis à part ça, je crois qu'il est à pied pour la saison, quoi. Pour un pilote officiel, c'est un peu dommage. Je me souviens que sur Instagram, c'est pas l'équipe Awa justement qui disait mais on vend cette voiture, donc il parlait de la Corvette, très peu Mhm. roulée, très peu d'arrivées, très mauvais rythme. Je sais plus, c'était C'est ça. une phrase comme ça, horrible, franchement horrible. Exactement. Ouais, en fait, je pense qu'ils se sont pris la tête avec le pilote qui était clairement le pourvoyeur d'argent et qui a décidé peut-être d'arrêter comme ça. Enfin, en tout cas, il a décidé d'arrêter après Daytona sur un coup de tête. Donc Ouais. voilà, l'équipe se retrouve avec un mec qui honore pas son contrat et enfin qui les plante dès le début de saison. Bah voilà, c'est le monde impitoyable du sport automobile, ça arrive, mais la victime collatérale, en tout cas, c'est notre Nico Varone qui est un très très bon pilote, qui a brillé en WEC l'année dernière, si je dis pas de bêtises, je crois me souvenir d'une pole à Sebring ou un truc comme ça. Je balance des infos ce matin, je suis pas sûr, hein. Va vraiment C'est falloir que tu beau. vérifies. Mais en tout cas, voilà, très bon pilote, et donc, bah voilà, petit remplacement, il sera sur la Ferrari de chez F Corse en GT3, voilà. Ouais, donc il retrouve finalement Ferrari. Il avait déjà roulé, donc on le disait en ELMS, et il avait déjà aussi roulé, je crois, l'année dernière au 24 heures de Spa avec la 296. Donc c'est pas une Ouais. découverte totale, hein. Non, mais en tout cas, c'est marrant de cette passerelle. Pilote officiel GM, donc qui est censé rouler que sur des Corvettes et des Cadillac, et qui là a l'autorisation et de faire le Mans sur une LMP2 et de faire cette course en ELMS sur une Ferrari. Je trouve ça plutôt bien que chez General Motors, ils soient intelligents pour lui laisser cette Bah oui, opportunité. Et je pense aussi qu'ils ont clairement contribué aux discussions. Enfin, en fait, avoir un pilote comme ça dans son vivier, autant le faire rouler, quoi. bah Faut complètement. développer son palmarès et faut pas qu'il se rouille. Donc voilà, autant qu'il roule. Et puis, je pense effectivement que le fait de rouler en proto aux 24 heures du Mans, c'est toujours bien dans l'espoir de peut-être le mettre dans un programme Cadillac, pourquoi pas, en hypercar. Mais en tout cas, ouais, Nico Varrone, vraiment bon pilote, très sympa. Je l'ai découvert même en V2V, moi, à l'époque, Nico Ah ouais, Varrone. ok. Donc, ah bah oui, non, mais c'était pourvoyeur de talent, le V2V, avec Eric Van de Viver et toute son C'est équipe, vrai. hein. Donc, C'est ouais, vrai. non, ça va être intéressant à suivre. Est-ce que les Ferrari vont être aux avant-postes au Castellet? Alors, comme elles sont nombreuses, je pense qu'il y aura encore des Ferrari aux avant-postes. Moi, j'ai quand même envie de mettre une petite pièce. Alors, peut-être que je vais complètement me planter parce qu'ils n'étaient pas dans le rythme à Barcelone, mais sur les Aston. Les deux Aston, à la fois donc l'équipe Racing Spirit of Le Mans et l'équipe Grid Motorsport by TF, parce que on sait que dans leur rang on a Valentin Asclot pour l'équipe Racing Spirit of Le Mans, Oui.
la 59. On a Johnny Adam dans la 97, donc ça rigole pas. Lorcan Hanafin et Casper Stevenson, ça ce sont les pilotes Silver qui font partie donc de cet équipage. Et puis Martin Berry qui s'était fait un peu peur à Barcelone. Là, je pense, comme on l'a évoqué, le côté psychologique de rouler au Castellet et de pas avoir trop de limites, j'allais dire, et de pouvoir dépasser les limites sans se faire mal, ça peut l'aider, honnêtement, lui qui était l'année dernière avec Ferrari. Et puis Derek Debourg, on va voir ce que l'Américain peut faire, mais je pense que bien coaché par Valentin Asclot, ça peut faire quelque chose. Je sais pas ce que t'en penses, mais les Aston, moi je les attends bien. Ouais, j'attends les Aston. T'as pas évoqué la Lamborghini de l'équipe Iron Lynx? Non, parce que je suis pas sûr de la voir aux avant-postes. Alors, elle a terminé sur le podium hein, à Barcelone, mais non, je vois plutôt un lien, un duel en tout cas, ou un trio, avec donc Ferrari, évidemment, puisqu'ils Mhm. sont nombreux, Ouais, ouais. avec Aston Martin, et tu me vois venir, avec l'équipe des femmes. Ok. Ah bah Ok, oui, les Iron Dimes sur la Porsche. Bah non, mais il y a ça aussi, ouais. Non, mais en fait, je pense que c'est pas possible. Toutes mes stats aujourd'hui sont foirées. J'allais non, dire, historiquement, je crois que le Castellet, c'est aussi un circuit qui sourit plutôt aux Iron Dimes. Alors, elles ont pas bah gagné, mais en je termes de crois que rythme, c'est. Je attends, crois que en c'était le termes de premier rythme, podium qu'elles ça avaient leur sourit. décroché. Le Ouais, et c'était le problème, c'est premier qu'elles se font podium. souvent accrocher par Michael Fassbender. Heureusement, l'acteur hollywoodien n'est pas présent cette année. C'est vrai. C'est vrai que putain, Fassbender, Le comment on pauvre. appelle ça? Et je le Ouais, il a un clash, mais palmarès. Non, mais non, mais il a un passif avec le Castellet qui est assez énorme parce qu'il en a mis une dans le mur. Il l'a poutré au début de la ligne droite de Signe. oui, oui. Je sais plus quelle année, mais en tout cas, il l'a bien cartonné. Il La a ligne droite du effectivement Mistral, eu pas c'était mal de 2022, je contacts crois, avec les. Ouais, ça doit être ça. ou 2021, je sais plus. Euh, il a eu pas mal de touchettes aussi avec l'Iron Dimes, comme tu dis. Enfin, ouais, c'est vrai que le Castellet, c'était pas son fort. Non, non, c'était compliqué. Et attends, l'année dernière, il y a eu un contact aussi entre deux Porsche, hein, les deux Porsche justement bah, de l'équipe Proton, j'allais dire, même si elles n'avaient pas la même bannière véritablement. C'était compliqué, ouais. Fassbender n'a jamais été très à l'aise sur le Castellet. Et par contre, les Porsche l'ont été. C'est ce qui me fait dire, au vu en plus de ce qu'elles ont montré, franchement, elles ont dominé hein, à Ouais, Barcelone avec le rythme de ouais, bien Sarah sûr. Bovy et celui de Raël Frey. Dommage pour Mitchell Gatting là, sur cette histoire d'écrou incroyable et Mm, invraisemblable qui fait abandonner la voiture. mm. Normalement, elle dominait. Donc là, je pense qu'au Castellet, bah, si les choses vont dans le bon sens, évidemment, elles seront donc ouais, en passe Écoute, de s'illustrer. j'ai retrouvé ma stat, comme quoi je dis Ah, pas que des bêtises. Le tout premier podium qu'elles ont signé en ELMS, c'était en 2019 au Castellet, les d'accord. Iron Dames. Il n'y avait pas Sarah Et Bovy à l'époque. non, il n'y avait pas Sarah Bovy. Il y avait Raël Frey, il y avait Michel Gatting et. Oui, et une troisième Manuela Gosner? pilote. Ouais, exactement, c'est ça. Et ensuite, en 2020, elles ont fait aussi, puisque tu l'as dit, il y a eu 2 courses dans l'année Covid, il y a eu 2 courses au Castellet, elles ont fait aussi 2 podiums. Donc, le Castellet leur sourit plutôt bien. Donc voilà, Sympa. là, ça serait cette fois-ci avec une Porsche. Ouais, je le sens bien. En tout cas, de tout ce que j'ai pu entendre, Sarah Bovy notamment a pas mal raconté que le pilotage lui convenait bien, cette Oui. LMGT3. Alors, tiens, puisqu'on est dans la partie confidence, il y a aussi un truc, je vais essayer de creuser, je me suis promis ça, d'essayer d'aller creuser sur ces différences entre GT3 et LMGT3, puisqu'apparemment, enfin c'est pas apparemment, il y a des différences. Euh, un peu moins de puissance apparemment avec les LMGT3. D'accord, en termes de balance de performance, tu veux dire? Parce que Ouais, il y a un peu j'avais moins de l'impression que puissance c'était que les les mêmes. GT3. D'accord. Non, Ok. bah, et Sarah Bovy a sorti une phrase dans une interview, je crois que c'est chez notre confrère Despiello qui était présent à Imola, où en gros elle dit que il y a des endroits, notamment les vibreurs à Imola, où elle aurait pu passer avec la GT3, et là avec la LM GT3, elle prend pas les vibreurs. Alors, du coup, je me dis qu'il y a autre chose que la puissance. Il doit y avoir quand même d'autres éléments qui sont. Donc voilà, ça m'intéresse, mais tout ça pour dire que la LMGT3 semble bien leur aller. Alors est-ce que c'est parce que notamment il y a un peu moins de puissance à gérer et que ça nivelle un peu par rapport aux autres, ou est-ce que c'est parce qu'elles se sentent plus confortables, elle personnellement elle se sent plus confortable dans cette voiture comparée à une GT3 qui Eh va ben, j'irai peut-être lui être plus demander. agressive? J'en sais rien, mais en tout cas je trouve ça intéressant quoi.
Bon, bah écoute, parfait. J'irai voir. Tu vois, je te file je- des billes Bah pour aller oui. voir du monde sur place. Bah, j'en profite, attends, et grâce à l'ELMS, je le dis à chaque fois, mais vraiment, merci parce que bah, je suis sur place pour les épreuves et c'est toujours plus agréable de pouvoir commenter avec plus d'infos fraîches, j'allais dire, venues directement du paddock parce qu'ils sont dit Clairement, dans le clairement. paddock. Non, mais clairement. Bon, et en tout cas, on va retrouver des pilotes qui ont bien performé par le passé. Donc voilà, tu vois, on a cité Nico Varrone qui lui sera aux côtés de Manu Collard et de Charles-Henri Samani. Manu Collard qui est quand même l'un des plus gros palmarès en ELMS, hein, avec 3 Aussi, titres ouais. en proto. On a Paul Louchatin qui remplace toujours Ferdinand Habsbourg qui sera là. Donc voilà, ça va être, je pense, assez intéressant. J'ai déjà hâte d'y être, hein, de toute façon. Voilà, je pars demain. Alors, je pense qu'au moment où le podcast sera sorti, je serai déjà dans le sud. Mais en tout cas, Alors, ça va être un beau week-end. c'est le moment où on bascule sur c'est quoi ton actu, c'est ça? Oh, bah voilà. Tu vois que je fais des transitions, moi aussi. J'essaye, hein. Écoute, bah moi ça va être assez simple, je suis tranquille. D'accord, c'est bien. C'est le début du mois de mai, écoute, je prends quelques jours par-ci par-là. Pour écouter le LMS. Bien sûr, je serai devant mon écran pendant toute la course. Voilà. Je ne Et vais sur le pas chat, louper parce une que seule Oui. c'est important de chatter, je sais pas comment on dit. Et pour la Ligue European Series et pour la Michelin Le Mans Cup, hein, évidemment. Ah, Il mais y a les bien 3 sûr, ce disciplines. sera un week-end entrée plat dessert. Je vais vraiment Ah, tout regarder. Non, merci. mais plus sérieusement, écoute, je suis un peu tranquille. Mais je bosse, je l'ai déjà évoqué, je crois, dans l'épisode de la semaine dernière, mais je vais essayer de préparer un petit tableau et je donne plus de détails. Tu sais, d'épisode en épisode, je donne des Oui, détails, je fais un petit teasing. rendez-vous à Euh, l'épisode 40, mesdames et messieurs, ouais, vous allez tout non, non, savoir. non, non, rendez-vous à l'épisode avant Le Mans, au moins, parce que sinon ça n'a pas de sens. Mais en D'accord. gros, mon idée, c'est pas un secret, je rédige des contenus donc, sur le site Endurance Mag, mais je suis aussi amené à bosser pour d'autres clients. Et du coup, pour les 24 heures du Mans, je me suis dit que moi, j'ai mes outils, on a tous nos outils dans le milieu pour avoir accès à des infos, parce qu'on n'a pas la chance d'avoir un cerveau aussi bien fait que celui de Tony Drevet. Donc, moi, je connais pas le palmarès de tous les pilotes, donc j'ai besoin d'avoir un peu mes notes. Et je me suis dit, pourquoi pas vous partager mes notes. Donc, j'ai réfléchi à un outil qui serait un espèce de tableau, un espèce de méta-tableau avec tous les engagés au Mans, et par équipe, des informations sur les principaux faits d'armes, le palmarès résumé et synthétique des pilotes, mais en gros, un truc que vous puissiez utiliser si vous êtes à distance notamment. Attends, Alors, c'est même si vous génial. êtes aux abords du circuit, si vous êtes au Mans et que vous avez la chance de vivre le Mans, déjà, on pourra se croiser, et deux, vous pourrez l'utiliser aussi sur smartphone, mais je pense que la meilleure utilisation, ce sera ceux qui seront à la maison, chez eux, tranquilles, devant le live FIA WEC, ou devant Eurosport, ou devant l'équipe, C'est génial. avoir Attends, mais moi, un ça peut me tableau. servir. Ah bah non, mais bien sûr, donc voilà, je vais essayer de développer ça, C'est un où on pourra. infocourse open source, en fait. En gros. Allez, c'est ça, tu as leak mon idée. Non, mais c'est exactement ça, c'est. C'est Alors, sympa. Infocourse, waouh, je suis loin de leur niveau, hein. Non, Mais mais d'accord. Mais en tout cas, l'idée est bonne. Voilà, Infocourse, c'est un espèce de canal d'information, on va dire, qui est très utilisé par les journalistes, et donc voilà, pour ceux qui ne connaissent pas. Mais là, sans être trop prétentieux, mon idée, c'est vraiment de résumer et de rassembler en un seul endroit des infos qui peuvent être utiles et que vous pourrez consulter pendant la course et qui peuvent vous apporter un petit éclairage. Et puis aussi faire du fact-checking. Pourquoi pas, hein, quand un Génial. consultant ou un commentateur balance des infos, bah, allez vérifier pour le challenger. Enfin, ça peut être marrant, je me dis que ça peut être utilisable, Ah là en tout là, là cas. là. Et puis en français et en anglais, parce que là, on va vraiment être sur des stats, du palmarès, donc je pense que ça peut aussi intéresser nos amis anglophones. Voilà. Trop bien, trop bien. And will be on the Endurance Club. En anglais aussi. Exactement. Bon, Bon, d'accord. et toi, ton actu, bah du coup, tu pars au Ricard. Oui, tout à fait. Le Paul Ricard, le circuit du Castellet. Donc là, ce week-end, ça va être bien chargé. Ça tombe bien parce que j'y étais déjà il y a 2 semaines. Donc bah, j'apprécie de toute façon. À chaque fois, les équipes du circuit, elles sont géniales. Et puis, bah, il fait généralement beau dans le sud. Alors pas toujours, mais généralement quand même. On ne devrait pas avoir une météo à la Imola, on va dire. Donc Non. je pense que ça va être sympa. Je rentrerai le lundi pour faire l'émission Racing Stream sur la chaîne Twitch de Donald Renew et sur YouTube, sur la chaîne, je crois que ça s'appelle Racing Stream ou RS Motors TV, je sais plus comment ça s'appelle, sur YouTube. Bon, enfin bon, bref, en tout cas, l'émission du lundi soir pour revenir sur toutes les actus moto et auto. Et puis le podcast, évidemment, avec Dino Lunardi cette semaine.
Et alors là, franchement, après avoir eu Dominique Sarron, Dino Lunardi, c'est un personnage que peut-être peu de gens connaissent. Alors ici, on Ouais, est entre spécialistes. Alors mais bien évidemment, vous connaissez Dino Lunardi qui est chez IDEC en Michelin Le Mans Cup en LMP3 avec Patrice Lafargue. Mais il m'a raconté plein de choses sur sa carrière et notamment ses essais avec Peugeot, avec la 908. Et quelle carrière, exactement. mais le problème, si tu veux, et comme beaucoup de pilotes, et c'est ce qui me plaît dans Trajectoire, dans ce podcast justement, c'est d'aller à leur rencontre et qui m'explique un petit peu aussi comment ils ont vécu telle ou telle période de leur carrière et pourquoi est-ce que certains qui étaient ultra prometteurs n'ont pas forcément eu la carrière qu'on aurait pu Mhm, attendre. Ben, sans grande surprise, Dino Lenardi, c'était souvent pour des raisons de budget et mhm. il a essayé de faire au mieux avec ce qu'il avait et franchement, au vu de l'expérience qu'il avait au moment où il a roulé avec la Peugeot, ça a juste été exceptionnel. Ça s'est pas fait. On aurait pu avoir un Dino Lunardi vainqueur des 24 heures du Mans. Bon, voilà, c'est dans une histoire alternative. Mais en tout cas, allez écouter le podcast si vous êtes intéressé. Parce que c'est 2h30 de discussion à bâton rompu. Et c'est un pilote génial et c'est un humain génial, Dino Lunardi. Bon, je vais pas spoiler ton épisode, enfin je l'ai pas écouté parce qu'il est pas encore sorti, enfin il sera sorti quand ce podcast sera Voilà, sorti aussi. Mais exactement. en fait la transition, juste pour le dire, pour inciter les gens à l'écouter, c'est que la transition, parce que là tu dis Dino Lunardi, donc il y a déjà pas mal de gens qui peut-être le connaissent pas, et tu parles d'une Peugeot 908, attends, en fait la transition, ma mémoire est bonne, et là tu vas me corriger direct, mais la transition c'est qu'il a eu le droit de faire de faire des essais en 908, notamment parce qu'il avait gagné le championnat Peugeot Spider THP, enfin en fait Exactement. c'était une Exactement. Donc il formule de... passait de 200 Ouais, chevaux à ouais. 800. Et la 207 Spider THP, bon, alors, visuellement, vous prenez une 207, vous l'aplatissez un peu, vous coupez le toit, ça fait une baignoire, c'est un peu une 905 Spider, mais moche, vous voyez. Et ça, ça roulait en levée de rideau des Le Mans Series, Oui, 2006-2007, c'est je m'en ça. souviens très bien, je regardais ces courses-là. Bah, Dino Lunardi était là. Eh bah, bien sûr, non, mais je l'ai croisé là-bas, c'est pour ça, 2006-7, je l'ai croisé en Le Mans Series, donc ouais, je vois très bien. Et le 207 Spider, c'est... Il y a des trucs. Alors, je vais lancer un autre podcast qui s'appellera les dingueries Peugeot. Parce que chez Peugeot, il y a des trucs, mais incroyables. Des Attends, concept moi cars ou des non mais j'ai une voitures. idée. Alors il va nous Ah manquer là du là là temps, là mais là avec là. Goodstone Fail Auto, je pense qu'il y a moyen Ah de bien faire ouais, parce qu'il est assez actif sur les réseaux bien et sûr. sur toutes les voitures qui ont plus ou moins marché ou plutôt pas marché du tout. Il y a moyen de faire un podcast. Je pense qu'on peut Moi, s'amuser là. chez Peugeot, vous irez chercher si vous avez l'envie. Moi, chez Peugeot, je suis. Alors, la 207 THP, bon, oui, pourquoi pas. Moi, je suis assez fan du concept Peugeot 20 Cup. Alors, ça c'est un truc de Je pointard, hein. connais Bon, même pas. ça s'écrit 20, donc 2 et 0, comme le début de 206 ou 207. Donc 2, 0, Cup, CUP, tout attaché. J'ai un très bel article que j'ai écrit sur cette voiture, qui est en fait un tricycle. Oh là Mais là. ça ressemble à une 207 THP croisée avec une Morgane, enfin, et avec une déco façon 207 Le Mans Series, tu vois. On est C'est vraiment trop sur bien. un produit de niche, hein. Et en vrai, premier degré, j'adore. Je trouve ça très sympa. C'est une voiture qui fait 500 kilos. Et voilà, vous irez voir ça, ou je mettrai le lien quelque part pour ceux qui nous écoutent et qui ont envie d'aller creuser. C'est énorme, Voilà. c'est énorme. Bah tu mettras un lien vers ton article surtout. Voilà. Ouais, voilà, je mettrai dans la description de l'épisode, là, vous pourrez le retrouver, mais c'est une petite pépite. Bon, bah Bah voilà, on a été au excellent. complet. Faut m'arrêter parce que sinon, moi, je vais parler des concepts Peugeot pendant des heures, hein. Oui, bah c'est bien le problème. Non, mais on est bavards tous les deux, mais en même temps, je pense, j'espère en tout cas que c'est ce qui vous plaît, mesdames et messieurs. Merci en tout cas de faire partie du club, de cet Endurance Club. On se sera encore régalé, tu vois. On se disait, oh, une preview LMS, combien de temps on peut durer? Je sais pas, 20 minutes, une demi-heure. Bon, bah ça fait 50 minutes qu'on parle. Super. Voilà. Mais voilà, j'espère qu'on n'a pas été trop long et surtout que vous aurez toutes les clés pour suivre donc le LMS. Le programme est assez chargé parce que j'ai justement le programme devant les yeux. Ça commencera avec la Ligue European Series dès le samedi matin. Ensuite, on aura les qualifs Michelin Cup, les qualifs ELMS dans l'après-midi à partir de 14h30, je crois, de mémoire. Et puis la course, évidemment. Donc le dimanche aux alentours de 11h pour prendre l'antenne tranquillement. Et puis déjeuner ensemble avec le lien YouTube en français, mesdames et messieurs. Et venez sur le chat, évidemment. Geoffroy sera là, mais tout le monde sera là également sur ce chat. Donc voilà, on pourra tous interagir et j'espère qu'on aura une belle course. Ça devrait être le cas, que ce soit un LMP2 Pro, LMP2 Pro Am, LMP3 ou LMGT3. Merci beaucoup en tout cas, Geoffroy. On incite encore les gens à mettre C'est des ce que j'allais étoiles. dire, tu vois. Voilà, exactement. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à noter ce podcast sur les différentes plateformes d'écoute. Il y a de la concurrence exactement comme en LMP2, en Oui, ELMS.
Il y a de la concurrence entre les podcasts, c'est bien. On a lancé, donc il n'y a pas très longtemps, on a lancé Ah, mais il y a c'est quelques génial. semaines maintenant. Endurance Info qui faisait déjà des choses, on peut les citer. Mais oui. Ils ont leur podcast Track Limit aussi. Je sais que chez West France, il y a un podcast. Enfin, il y a un foisonnement Gabi autour de Aubry l'audience. aussi, je crois. Ouais, Ouais, pour on le s'est championnat du monde, voilà. Bon, bah, on s'est c'est très bien. on s'est pas consulté, hein. On s'est pas tous Non. envoyé des mots en se disant toi t'en fais un podcast, ben nous aussi. Non. Mais en tout cas, voilà, on voit ce qui se passe ailleurs, on écoute ce qui se passe ailleurs. Et il y a de la place Et partout. Et c'est ça qui est important voilà. aussi de dire, c'est que, alors si Ouais. vous avez le temps évidemment, mais je pense que vous avez le temps, si vous êtes dans les transports ou si vous êtes au volant de votre voiture ou je ne sais pas où, et ben en tout cas vous pouvez écouter et j'espère que c'est agréable surtout. Voilà. Et ben si c'est très agréable, n'hésitez pas à défoncer ces étoiles et à mettre une bonne note. Et Tel un n'hésitez Mario. pas aussi, on est dispo notamment sur Twitter, X anciennement Twitter. N'hésitez pas à envoyer des petits messages ou des Ou commentaires. sur On est Insta. vraiment preneur de ça. On est preneur de vos retours. Avec plaisir. Voilà. Bon, bah, on a fait la promo comme on pouvait. Mais ouais, en tout cas, les chiffres augmentent petit à petit. Donc, on est content des stats, justement, mais pas les stats qu'on donne sur la course, mais les stats du podcast. Donc, on va continuer. Hein. De toute façon, vous allez encore avoir un peu de boulot avec nous, mesdames et messieurs. Et c'est très bien comme ça. Donc, merci Geoffroy. Très, très bonne journée. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour faire le débrief, justement, de cette ELMS, les 4 heures du Castellet qui auront, j'en suis sûr, été exceptionnels et très disputés. Bon, eh ben, on se dit donc à dans quelques jours. Merci de faire partie du club. Si vous voulez continuer à faire partie de cet Endurance Club, évidemment, eh bien, vous avez rendez-vous sur les plateformes toutes les semaines. Salut Geoffroy et à la semaine prochaine.